propositions ont été transmises et finalement aucune n'a été vraiment considérée comme pleinement satisfaisante. Aucune n'a emporté l'adhésion complète et Louis XV a pris le parti de confier à Ange-Jacques Gabriel, son premier architecte, directeur de l'Académie d'architecture, le soin, la tâche de faire la synthèse de ses propositions pour ne retenir que le meilleur de ce qui avait été proposé. On a donc sur cette estampe du cartographe et graveur Georges-Louis Le Rouge, qui est conservé au musée Carnavalet, donc un plan de la place Louis XV. Donc l'estampe a été réalisée, comme l'indique la légende, en 1763, et il est visible donc que Gabriel a pris finalement comme parti de ne bâtir que le côté nord de la place, de laisser dégager la perspective vers les Champs-Élysées, côté ouest, de laisser également ouverte la perspective vers les Tuileries. Du côté nord de la place, il a imaginé donc deux palais qu'on pourrait qualifier de néoclassiques, encadrant ce qui assez rapidement s'est appelé la rue Royale. Et le centre de cette belle composition était occupé par une statue d'Edmé Bouchardon figurant Louis XV à cheval. Je reviendrai dans un instant sur cette réalisation de Bouchardon. Une précision qui a son importance, la Madeleine du côté nord a mis bien du temps à voir le jour. Alors elle apparaît déjà sur cette estampe de 1763, puisqu'il y a un projet de Pierre Contant d'Ivry qui doit être mis en œuvre pour sa réalisation. Mais finalement, Contant d'Ivry décède en 1777, seules les fondations sont là, et il faudra attendre vraiment presque le milieu du 19e siècle, l'année 1842 ou 43, pour que la Madeleine existe sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Elle a été réalisée d'après donc un plan de l'architecte Pierre-Alexandre Vignon et finalement achevée, mise en œuvre par l'architecte Jean-Jacques-Marie Huvet, donc autour de l'année 1842. Cette place, telle que l'a imaginée Gabriel, donc, constitue un véritable décor. On a finalement ces deux palais qui sont un véritable fond de scène et qui sont vraiment destinés d'abord et avant tout à constituer une composition harmonieuse destinée à honorer le monarque. On s'est posé assez tardivement la question de la fonction, de l'affectation de ces deux bâtiments, mais je vais y revenir dans un instant. Alors, je vais peut-être passer à la slide suivante. Alors, on note d'ailleurs sur ce dessin, lui aussi conservé au musée Carnavalet, donc Louis-Nicolas pardon, Van Blarenberge, donc l'absence de pont, l'actuel pont de la Concorde, lorsque le projet donc, de Gabriel a vu le jour et a été réalisé. Le pont donc, a été mis en œuvre un peu plus tardivement, entre 1788 et 1791. Et je disais donc que la question de l'affectation de ces bâtiments s'est posée en définitive tardivement. Les façades ont été érigées dans les années 1760 et ça n'est qu'à la fin des années 1760, autour de l'année 1768, que pour le palais oriental, donc du côté Tuileries, on décide d'une affectation pour l'institution du garde-meuble de la couronne. Voilà, je dirai un mot tout à l'heure de cette institution du garde-meuble de la couronne. Pour le palais occidental, donc du côté ouest, de l'autre côté de la rue Royale, décision a été prise finalement assez rapidement de le lotir, de l'attribuer à des particuliers, à charge bien sûr pour eux d'entretenir les lieux, de respecter la façade, de ne pas rompre le bel ordonnancement de cette place.
Voilà, j'évoquais tout à l'heure la statue équestre d'Edmé Bouchardon, donc qui est le centre vraiment de la composition. Alors, elle a été effectivement conçue par Bouchardon et en réalité réalisée par son élève Pigalle, puisque Bouchardon est décédé avant d'avoir pu d'avoir pu donc réaliser pleinement son œuvre. Donc la statue n'existe plus malheureusement aujourd'hui, elle a été vandalisée à la Révolution. Il en subsiste malgré tout un petit fragment conservé dans les collections du musée du Louvre. Donc c'est la main, la main droite du souverain posée sur sa canne, puisque donc cette statue équestre était en bronze, donc main en bronze, et le piédestal est encadré, comme c'est visible, donc sur cette huile de Jean-Baptiste le Prince. Le piédestal est encadré des 4 vertus, la justice, la force, la prudence et la paix. Vous voyez que le souverain a le visage orienté vers les Tuileries et on note d'ailleurs avant que ne soient installés les chevaux de Marly, donc deux chevaux dus à Antoine Coisvox, qui sont le Mercure et la Renommée sur Pégase. Voilà. Cette statue a suscité d'ailleurs des sarcasmes assez rapidement, signe que la popularité de Louis XV finalement avait vécu dès les années 1760 et qu'il n'était plus, aux yeux de tous, en tout cas, le souverain bien-aimé. Certains satiristes de l'époque, faisant preuve d'un peu de mauvais esprit, ont pu déclarer à la belle statue, à le beau piédestal, les vertus sont à pied, le vice à cheval. Voilà. On en pense ce que l'on veut, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, les critiques ont pu être virulentes. J'en viens à la façade, donc de l'hôtel de la Marine, ancien hôtel du garde-meuble. Cette façade en soi est intéressante parce que elle est le témoin certainement d'un changement d'époque, d'une évolution du style architectural et artistique de Louis XV à Louis XVI. C'est assurément une architecture de transition. On quitte les grâces et certaines coquetteries du style Louis XV pour finalement revenir à des compositions un peu plus rigoureuses, géométriques, parfois sans doute teintées d'austérité. C'est le retour un peu du tracé régulateur, le retour aussi à l'antique. Et donc sur la composition de Gabriel, on observe au niveau du rez-de-chaussée, donc dans à la partie basse, au niveau du rez-de-chaussée et de l'entresol, formant sous-bassement, donc des arcades à bossage plat qui sont d'inspiration italienne et qui rythment donc c'est ce sous-bassement qui l'anime. Et en avancée, 2 pavillons d'angle qui sont donc des avant-corps latéraux qui reprennent une figure architecturale que Gabriel connaît bien, qu'il maîtrise à la perfection, qu'il a décliné ailleurs, notamment à Versailles, à savoir le portique tétrastyle, c'est-à-dire portique à 4 colonnes, puisque ces pavillons d'angle, donc encadrant la loggia centrale, sont dotés chacun de 4 colonnes et sont surmontés, comme vous voyez sur cette illustration de Jean-Benoît Héron, de frontons triangulaires sculptés, les sculptures étendues à 2 grands artistes de l'époque, Guillaume Coustou et Jean-Michel Slotz. La partie centrale elle-même est en retrait et donc animée par 12 colonnes, par les 12 colonnes corinthiennes de la loggia. Donc c'est dans cette partie noble, un ordre colossal à l'antique corinthien qui se déploie avec 2 niveaux d'inégale hauteur, le niveau de plus grande hauteur étant bien sûr le premier étage, le bel étage, comme on l'appelait jadis, là où sont situés aujourd'hui nos espaces patrimoniaux. Il faut dire un mot, je crois quand même, puisqu'on évoque l'architecture, de la loggia centrale, de cette galerie à l'antique. Alors,
La référence à l'Antiquité est évidente et d'ailleurs Gabriel qualifiait cette loggia de péristyle. Elle est en soi, il faut le rappeler, une grande prouesse technique dans la mesure où elle est surmontée de voûtes en pierre abritant des tirants métalliques pour stabiliser la structure. Il y a donc là tout un ferraillage invisible pour l'œil qui permet donc d'assurer la stabilité de l'ensemble. Elle a une inspiration évidente, cette loggia de l'hôtel du garde-meuble. Il s'agit de la colonnade de Claude Perrault au Louvre. Cet ouvrage était très bien connu de Gabriel, qui, en tant que premier architecte du roi, assurait la restauration presque au moment où il construisait l'hôtel du garde-meuble, donc assurait la restauration de la colonnade de Perrault au Louvre. Voilà, alors au plafond de la loggia se déploie donc une iconographie intéressante avec ces plafonds, ces caissons pardon, sculptés, alternant le motif du cercle et de l'octogone. Sur l'image qui est visible à l'écran, on devine à gauche gerbe de blé et faucille pour illustrer l'architecture. Donc gerbe de blé inscrite dans un cercle, donc à sa droite dans un octogone. Le foudre est là pour signifier l'industrie et la guerre. Alors, il y avait jadis le monogramme royal, le chiffre du roi. Il a été bûché et remplacé par le compas au niveau symbolisant l'égalité. Voilà, tous les symboles présents dans la loggia, au niveau de la loggia, n'apparaissent pas à l'image. On peut également citer donc la lyre pour représenter la musique et les arts, ainsi que le caducée de Mercure accompagné de cornes d'abondance pour figurer le commerce. Jocelyn, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous pouvez vous mettre en plein écran pour qu'on voit mieux les jolies photos? Bien On sûr. verra mieux, il faut cliquer sur affichage à gauche, en haut à gauche. Voilà, plus à gauche. Alors, en fait, il faut peut-être que je reparte du PDF. Ce sera sans doute... Alors, oui, ici, là, comme ça, c'est mieux? Et vous n'arrivez pas à appuyer en haut? J'ai l'impression que votre souris... Bon, sinon, c'est pas grave, comme ça, c'est déjà mieux. Mais sinon, en haut, sous le titre conférence HDM, affichage, si vous appuyez là-dessus, et vous pouvez vous mettre en mode lecture. Bon, sinon, c'est... Conférence HDM, affichage... C'est pas grave, sinon. En fait, oui, je vais peut-être partir du Non, mais PDF. sinon, Ce c'est bien sera, comme ça, enfin, vous en faites pas. du PowerPoint, ce sera peut-être mieux. Non, non, mais vous en faites pas, c'est très bien. Enfin, c'est bien Oui, comme ça, c'est on mieux. va améliorer maintenant. Je vais Non, 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 il n'y a pas de arrêter le problème. partage d'écran, voilà, et le relancer. Hop. Et voilà, choisir le PowerPoint et me mettre en plein écran par la diapositive. Et là, c'est peut-être mieux. Ah oui, c'est mieux, c'est super. C'est Voilà, dommage d'avoir des si belles photos. oui, ça valait le coup. Donc, on Voilà, repasse brièvement, voilà, sur la statue de Bouchardon. super. Voilà, sur la façade, la loggia. Voilà, et nous en étions donc à l'évocation de ces deux histoires à jamais indissociables du bâtiment, à savoir, puisqu'il a eu en définitive deux affectations d'inégale longueur. D'abord siège du garde-meuble de la couronne et affectation éphémère, très éphémère finalement, et puis une longue occupation par la marine. Alors il faut dire quand même un mot de cette institution du garde-meuble qui était une institution prestigieuse fondée par Henri IV au début du XVIIe siècle, réformée par Louis XIV, qui lui a donné un lustre particulier. Bien sûr, le garde-meuble de la couronne conservait, abritait le mobilier et bien des objets décoratifs de la famille royale. L'institution s'occupait aussi, au gré des déplacements
des membres de cette famille de faire voyager ce mobilier. Donc il y avait finalement inscrite dans ces missions un rôle qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de logistique. On faisait venir le mobilier des quatre coins du royaume et on l'expédiait aussi dans les différentes résidences royales de France. Et puis, c'était peut-être d'abord et avant tout un lieu de production, un lieu de création, de restauration. Il y avait au sein de l'institution des ateliers qui constituaient en soi une véritable école du bon goût, qui produisait ce que les arts décoratifs français du XVIIIe siècle pouvaient offrir de mieux. Et en cela, l'institution du garde-meuble a pu fixer certaines modes en matière d'art décoratif au niveau européen, sinon au niveau mondial. Alors, l'affectation donc du garde-meuble, enfin, du bâtiment de l'hôtel du garde-meuble de la place Louis XV est pleine et entière à compter de l'année 1774. Le premier intendant à avoir exercé sa mission au sein du garde-meuble de la place Louis XV, Pierre-Élisabeth de Fontagneux, s'installe un peu plus tôt, dès 1772. L'homme est un esthète, amoureux des arts, et se fait construire en plein Paris un superbe hôtel particulier, conforme en tout point aux canons architecturaux de l'hôtel particulier du XVIIIe siècle, entre cours et jardin, et on l'évoquera dans un instant. Donc, ces appartements siècle des Lumières que Fontagneux a voulu au sein de l'institution du garde-meuble de la place Louis XV ont été très largement conservés à 70-80%. Donc, ils sont dans un excellent état de conservation et nous nous sommes attachés à en restituer l'atmosphère poétique, mais j'y reviendrai dans un instant. À partir de la Révolution, tout change. Le garde-meuble donc fonctionne à partir de 1774, mais dès 1789, l'administration royale doit se replier à Paris. On cherche des locaux pour l'administration de la marine, alors pilotée par le comte de la Luzerne, lequel se trouve être un cousin de l'intendant du garde-meuble de l'époque, Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray. Et finalement, donc, Ville-d'Avray consent une aile du bâtiment du côté de la rue Royale à la Luzerne, et l'administration de la marine s'y installe et d'année en année ne cesse d'étendre ses emprises sur le bâtiment jusqu'à en occuper la totalité autour de l'année 1798. Donc une occupation finalement très éphémère au titre du garde-meuble de la Couronne, et une très longue occupation par la marine ensuite, donc présente dès l'année 1789 et jusqu'en 2015, donc 226 ans d'occupation. Et naturellement, la marine a laissé son empreinte sur ce bâtiment et dans ses décors. Le miracle, malgré tout, c'est que la brève occupation des lieux par le garde-meuble de la Couronne n'a pas été totalement effacée, pas du tout effacée même, puisque, encore une fois, à travers les appartements de l'intendant, il en subsiste quand même un témoignage très, très émouvant et d'une grande qualité artistique. Donc deux univers décoratifs, si vous voulez. Ici, à l'écran, nous sommes dans les appartements de l'intendant. Cette chambre de Madame Thierry de Ville-d'Avray, donc épouse du deuxième intendant. Ville-d'Avray a exercé ses missions au sein du garde-meuble de la place Louis XV à compter de l'année 1784. Donc dans cette chambre de Madame de Ville-d'Avray, là, nos artistes, artisans, architectes déploient toute la gamme, si j'ose dire, et jouent vraiment leur meilleure partition. Fontagneux, le premier intendant, a confié l'aménagement de ces appartements à l'architecte et dessinateur du garde-meuble, Jacques Gondouin, qui s'est entouré des meilleurs artistes, puisque nous passons sur cette slide présentant la chambre de Madame de Ville-d'Avray. J'en dis bien sûr un petit mot, donc pour indiquer que alors nous avons un lit à la polonaise, donc avec deux battants d'égale hauteur, surmontés d'un dais d'une surface plus faible que celle de la couche, comme c'est la règle pour un lit à la polonaise. Il est dû à Jean-Baptiste Claude Sonnet. Alors, ça n'est pas
le lit d'origine de Madame de Ville-d'Avray. C'est un équivalent de très belle facture, donc de l'ébéniste Jean-Baptiste Claude Sonnet, qui nous a été déposé par des collectionneurs particuliers. On note à droite un portrait d'une collection particulière déposée donc par des particuliers originaires d'Auvergne, et portrait dû à Madame Vigée-Lebrun. Le portrait ovale à gauche, au-dessus du canapé, est un l'argilière qui nous est déposé par le musée de Versailles. Et puis un petit mot peut-être pour finir de ces brocatelles vertes, alors qui ne sont pas anciennes, mais qui ont été assemblées par la maison Tassinari et Châtel selon les méthodes anciennes du XVIIIe siècle, à l'aise étroit, sans cousu main et sans raccord. Voilà. Et puis, autre univers, donc je disais que la marine avait, au cours de cette longue occupation de 226 ans, bien sûr, imprimé son empreinte. Autre univers, celui des salons d'apparat qui correspondent peu ou prou aux anciennes salles d'exposition du garde-meuble, puisque le garde-meuble de la Couronne a été finalement premier musée des arts décoratifs en France, premier musée même parisien, puisqu'il a ouvert ses portes au public avant que n'ouvre le Louvre. Le public venait le premier mardi de chaque mois, d'avril à novembre. Les textes disent de la Quasimodo à la Saint-Martin, admirer les collections royales d'armes et armures, de mobilier, bien sûr, aussi les joyaux de la couronne qui ont été présentés au sein de l'institution, les bronzes, tapisseries et autres objets décoratifs. Donc, ces anciens entrepôts et ces anciennes salles d'exposition du garde-meuble de la Couronne ont été réaménagés par la marine, principalement sous la monarchie de Juillet, avec quelques compléments importants, substantiels sous le Second Empire. Et on s'exprime là dans un registre un peu plus académique, voire pompier, avec force dorure. Il s'agit vraiment de salons d'apparat destinés à célébrer la gloire de la marine française, il faut vraiment les considérer comme des lieux de représentation du pouvoir, d'où la charge décorative, certains diraient peut-être la surcharge décorative, l'abondance de symboles, voilà, tête d'Apollon, tête de Mercure, globe céleste, globe terrestre, beaucoup bien sûr des symboles donc de la marine dispersés ici et là pour bien marquer l'empreinte donc de la marine au sein de ces espaces. Alors, quelques éléments quand même de contexte pour expliquer comment nous en sommes venus disons, au projet du Centre des Monuments Nationaux. L'avenir de l'Hôtel de la Marine, la question du devenir du bâtiment a été un sujet de discussion et de réflexion dès lors que décision a été prise, c'était en 2007, de regrouper les états-majors des armées dans un lieu unique, dans le 15e arrondissement, à Ballard. On comprend bien la volonté, bien sûr, de synergie, comme on aime dire dans le secteur privé, la volonté d'avoir au sein d'un même lieu ces états-majors qui, bien naturellement, ont à se parler, ont à échanger, ont à collaborer étroitement entre eux. Alors l'écran, vous le voyez là, à travers cette vue aérienne, il est moderne, ultra-moderne de solitude, d'ailleurs peut-être, dirait le chanteur, et nos marins ont un peu de nostalgie d'avoir quitté l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, mais ça, c'est une autre histoire. Donc le départ des marins a eu lieu fin 2015, j'y reviendrai. Et des projets divers ont vu le jour avec donc la perspective prochaine du départ des marins. L'époque, en un sens, est une époque un peu peut-être un peu critique pour ce qui est des grands projets patrimoniaux dans la sphère publique, dans la mesure où on a par ailleurs des projets très consommateurs de ressources publiques qui voient le jour, en particulier le projet de restauration du Grand Palais, dont le budget
est absolument pharaonique, de l'ordre de 500 millions d'euros. Et il y a une hésitation, si j'ose dire, si vous me passez l'expression, à remettre largement au pot pour l'hôtel de la Marine. Ces circonstances expliquent qu'en définitive, l'État n'ait pas eu plus de scrupules à envisager un bail amphithéotique de longue durée, qui impliquait la possibilité pour un acteur privé d'investir largement les lieux pour y conduire un projet qui n'était pas un projet strictement patrimonial. L'entrepreneur auquel on pense, d'abord et avant tout, c'était Alexandre Allard, qui voulait implanter un centre international de la création à l'hôtel de la Marine, également y implanter un hôtel de luxe. Et ce projet, baptisé la Royale, se proposait quand même malgré tout de mettre à l'honneur les métiers d'art, d'installer des ateliers d'artistes, mais au-delà de ce volet un peu plus culturel, un peu plus patrimonial, il y avait la volonté de créer dans le bunker des années 30, le bunker donc, qui est sous la cour d'honneur, la principale du bâtiment, un studio d'enregistrement. Il y avait aussi le souhait de créer une salle de cinéma, des espaces d'exposition et une salle de vente aux enchères. C'était en un sens d'autant plus troublant que ce projet avait reçu l'aval, pour ne pas dire la bénédiction, d'un certain nombre de personnalités importantes. L'architecte Jean Nouvel y adhérait, Renaud Donnedieu de Vabre, ancien ministre de la Culture, le soutenait également, ainsi que des architectes en chef des monuments historiques. Malgré tout, le danger en fait d'une dérive et d'une cession, d'un dessaisissement de la part de l'État d'un véritable joyau patrimonial a suscité quand même des craintes, des réserves, et dans un contexte assez polémique, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, décide donc en 2011 de constituer une commission de sages, d'experts, présidée par Valéry Giscard d'Estaing, pour livrer des préconisations sur l'avenir du bâtiment. Et en substance, la commission Giscard recommande de maintenir au sein de l'État, donc dans la sphère publique, l'hôtel de la Marine. Il est également demandé de conduire un projet de restauration ambitieux, aussi large que possible, pour donner à voir ensuite ce joyau du patrimoine au public le plus large possible également. Volet très important des préconisations de la commission Giscard, il est demandé que l'opération soit autofinancée. Alors, autant en faire l'aveu, dès à présent, le président Giscard d'Estaing avait comme volonté, pour pas dire comme obsession, de confier l'hôtel de la Marine au Louvre. Alors, ça peut s'expliquer notamment par la proximité qui existait entre le président du Louvre d'alors, Henri Loiret, et l'ancien président de la République. Et puis, il y avait aussi, je pense, ce que l'on pourrait appeler, mais je le dis en toute bienveillance, une sorte de marotte giscardienne pour les joyaux de la couronne. La question des joyaux de la couronne intéressait beaucoup le président Giscard, et il avait le rêve, en fait, qu'à travers ce rapprochement avec le musée du Louvre, on pourrait peut-être reconstituer un jour une salle d'exposition des joyaux de la couronne, donc qui ont été présentés effectivement place Louis XV du temps du garde-meuble, et c'est là qu'ils ont été d'ailleurs dérobés à partir du 11 septembre 1792. Beaucoup de ces joyaux ont été retrouvés après le vol de 1792, environ les 3/4, et certaines de ces pierres sont présentées au Louvre, dans la galerie d'Apollon. Et donc ce rêve, voilà, d'un retour des joyaux de la couronne de la galerie d'Apollon vers l'hôtel de la Marine a probablement contribué à expliquer la préférence de M. Giscard d'Estaing pour le Louvre. En définitive, la suite de l'histoire, vous la connaissez, ça n'est pas au Louvre, mais au Centre des Monuments Nationaux que l'hôtel de la Marine a été confié. Le projet du Centre des Monuments Nationaux étant jugé sérieux, crédible et s'inscrivant vraiment dans le droit fil des préconisations, j'y reviendrai,
de la commission Giscard d'Estaing. Donc l'hôtel de la Marine nous est remis en dotation à notre établissement à la toute fin de l'année 2015. Et le CMN se propose donc de conduire une ambitieuse restauration pour ce bâtiment, puisque le Centre des Monuments Nationaux est quand même un opérateur, enfin, qui vous est familier, bien entendu, un opérateur culturel intégré qui joue une gamme très large. Tous les métiers, en définitive, de valorisation du patrimoine sont représentés au sein de l'établissement, et en particulier donc la fonction de maîtrise d'ouvrage fait partie des prérogatives du Centre des Monuments Nationaux depuis la fin de l'année 2008, pour être précis. Et donc la maîtrise d'ouvrage interne a relevé donc de la direction de la conservation des monuments et des collections pour cette restauration, donc direction de la conservation dirigée par Delphine Christophe, par notre collègue Delphine. La maîtrise d'œuvre a relevé de l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent, à savoir Christophe Bottineau. Et nous avons souhaité donc que le volet scénographie et médiation puisse être assuré par un opérateur spécifique, recruté au terme d'un appel d'offres. Et donc, au terme de cet appel d'offres, c'est le groupement Moitié-Rivière qui est entré en piste, si je peux dire, pour déployer la scénographie et la médiation à l'hôtel de la Marine. Alors, j'en viens au projet patrimonial avec ces deux messieurs donc, qui posent élégamment sur leur canapé de l'hôtel de Gesvres. L'image est une forme de clin d'œil pour dire que, bien sûr, notre établissement est un grand établissement donc soucieux du patrimoine, à vocation patrimoniale, et donc le cœur du réacteur, pour nous, était là, conduire une restauration minutieuse. Et en définitive, dans les salons 19e, salons d'apparat, donc remaniés par la marine sous Louis-Philippe et Napoléon III, il n'y avait pas un travail considérable à accomplir, dans la mesure où ils ont bénéficié d'une importante restauration du temps de l'état-major entre 2006 et 2009, restauration largement financée par Bouygues. Donc, notre établissement est très peu intervenu dans les espaces 19e siècle. Par contre, il y avait un véritable travail important d'archéologie, si j'ose dire, à mener dans les anciens appartements de l'intendant. Pour cela, en fait, nous avons souhaité l'accompagnement de Joseph Achcar, qui apparaît à gauche sur l'image, et de Michel Charrière, qui apparaît à droite, donc architecte décorateur, pour restituer l'atmosphère poétique des lieux. Il y a un véritable miracle des appartements de l'intendant. Et ce miracle, il tient à deux facteurs. Les marins, il faut vraiment leur rendre cet hommage, encore une fois, ont été d'excellents conservateurs. Ils ont pu recouvrir les décors, peindre et repeindre sans cesse, comme ils font sur les bateaux d'ailleurs. Le marin, dit-on, salue tout ce qui bouge et peint tout ce qui ne bouge pas. À l'hôtel de la Marine, dans les appartements de l'intendant, ils ont fait exactement cela. Sans jamais décaper, ils ont repeint et repeint sans cesse jusqu'à 20 couches selon les pièces, enfin au moins 15, 16 parfois. Mais partout, la couche originale était présente. Donc, il a été possible d'y revenir. Elle était protégée par un vernis, de la dégager chimiquement, mécaniquement, centimètre par centimètre carré, pour finalement restaurer la couche ancienne, la couche d'origine, comme on restaure un tableau, avec le souci de maintenir une certaine patine. Donc, il y avait la possibilité de recréer une atmosphère poétique à travers la peinture, comme je l'ai évoqué, à travers aussi les textiles, et ça a été un deuxième article de foi dans cette restauration. Partout où c'était possible, nous avons mis en place des tissus anciens, des tissus donc datant du siècle des Lumières, de lin, de coton, de soie, il a fallu pour cela chiner. Donc Delphine, accompagnée de Joseph et Michel, bien souvent, donc a fait des emplettes, si j'ose dire, du côté de Saint-Ouen, souvent à Lyon également, parfois en Italie, à Venise et dans d'autres régions de la péninsule italienne. Puisqu'il faut bien comprendre que l'ambition, finalement, n'était pas de donner à voir ces appartements de l'intendant restaurés comme on livrerait un musée. On estimait en définitive dans ce projet que nous n'avions pas besoin, au sein de la capitale française, d'un énième musée. L'enjeu était plutôt
de donner à voir, à sentir un lieu habité, avec maints objets d'usage, comme si l'intendant et sa famille venaient de quitter les lieux il y a seulement quelques minutes. Donc c'est cette atmosphère en fait d'un château 18e en plein Paris, entre cours et jardin, que nous avons voulu recréer avec de grands architectes décorateurs répondant de certains choix esthétiques, nous accompagnant pas à pas pour procéder aux bonnes acquisitions, pour choisir les bons matériaux et répondre, disons, de notre fidélité à l'esprit du lieu, de notre fidélité aussi, quand même, il faut bien le dire, aux inventaires. Parce que j'ai mentionné le fait que les marins ont été d'excellents conservateurs et que ça nous a permis de mettre au jour à environ 80% des décors anciens. Il faut dire que nous avons eu une deuxième chance pour les appartements de l'intendant, c'est de pouvoir disposer d'une excellente documentation, environ pas loin de 1000 pages d'inventaire, environ 900 pages d'inventaire au total aux archives nationales, décrivant pièce par pièce et par le menu les décors, le mobilier présent, les objets. Et donc nous avons été bien souvent dans l'esprit, dans la lettre, fidèles aux inventaires, et quand nous ne l'avons pas été dans la lettre, nous avons fait en sorte effectivement que les choix, les partis pris retenus répondent vraiment, soient conformes à l'esprit du lieu. Donc sur cette diapositive, nous sommes dans l'antichambre carrelée, donc le vestibule, la première pièce finalement qu'on découvre en pénétrant dans les appartements de l'intendant, et le travail de restauration de la dorure accompli sur cette fontaine murale. Donc voilà, témoigne du rôle, bien sûr, de l'artisanat d'art dans ce travail de restauration. Cette fontaine murale, elle est attestée par les inventaires anciens, si ce n'est que la fontaine d'origine avait disparu. Et nous avons donc sur le marché pu acquérir une fontaine équivalente avec une vasque en marbre de Carrare, comme c'était déjà le cas pour la fontaine d'origine, un motif en plomb doré. Et alors le motif de la fontaine d'origine était un motif de dauphin. Ici, c'est un enfant jouant avec un cygne, mais on est parfaitement donc dans l'esprit de ce que nous décrivent les inventaires. Il y a une réelle fidélité. Voilà, donc j'ai évoqué donc deux articles deux fois importants, les peintures d'abord, les textiles ensuite. Il faut dire aussi un mot du mobilier. Partout où cela a été possible, on a souhaité, respectant à la lettre les inventaires, pouvoir mettre en place le bon meuble au bon endroit. Et cela, bien sûr, n'a été possible qu'avec le soutien d'institutions culturelles sœurs qui nous ont consenti des dépôts, qui nous ont permis, par exemple, pour le Louvre, de pouvoir compter dans le cabinet d'audience de Ville d'Avray sur le bureau à cylindre commandé par Ville d'Avray pour cette pièce. Voilà. On a eu un bref aperçu tout à l'heure, je reviens sur la slide, d'un petit chef-d'œuvre de Riesner qui est la commode que vous avez donc en haut à droite de cette page. Cette commode a un lien direct avec l'institution du garde-meuble de la Couronne, puisqu'elle a été commandée en 1774 par Fontanieu, le premier intendant, pour Madame Randon de Pommery, épouse du garde général de l'institution, c'est-à-dire, si vous voulez, du numéro 2 de l'institution. Alors, elle était présente dans d'autres pièces du bâtiment. Elle a été aujourd'hui installée dans la chambre de Madame Thierry de Ville d'Avray que j'ai brièvement commentée. Cette commode a été acquise par la Fondation Altani en vue donc et finalement cédée par Altani au Centre des Monuments Nationaux en vue donc de sa présentation dans les appartements de l'intendant de l'hôtel de la Marine. Donc le concours de particuliers, de collectivités, d'institutions culturelles sœurs a été absolument décisif pour pouvoir, partout où c'était possible, avoir du mobilier pertinent. Ici, vous voyez, on a une table dressée, une table d'après-repas dans la salle à manger des appartements de l'intendant. Si la table est dressée, c'est avec le concours, bien sûr, et la complicité du musée de Sèvres qui nous a fait le dépôt de ce très beau service du comte de Sartine, accompagné d'un surtout en biscuit, le triomphe de Bacchus.
Et cette évocation, d'ailleurs, est une évocation, soit dit en passant, inspirée de la toile de Jean-François de Troyes, présentée au musée Condé à Chantilly, Le déjeuner d'huîtres. Ça illustre bien la dimension habitée que l'on a souhaité donner à ces appartements de l'intendant. Je disais, non pas un énième musée parisien, pardon, mais un château habité. Les convives, vous voyez, terminent leur repas, on s'est un peu mis à l'aise, le gilet de brocart est posé sur le dossier. Bien sûr, tous les textiles sont 18e, donc les textiles qui recouvrent ces sièges déposés par le Mobilier National, ainsi que le gilet déposé sur un dossier. 18e également le tapis de table qu'on devine sous la nappe blanche et qui a été acquis auprès d'une marchande de Saint-Ouen. Et donc, on s'est mis à l'aise, les verres sont sur la table puisqu'on est en fin de repas. Et l'on a l'impression que les convives, en définitive, viennent de quitter la pièce il y a seulement quelques instants. Voilà pour l'esprit de cette restauration. J'évoquais tout à l'heure le cabinet d'audience de Ville d'Avray, le voici, et le bureau secrétaire à cylindre, donc vous l'avez à droite. Donc c'est ce meuble commandé par Ville d'Avray pour cette pièce à Riesner, et Riesner l'a réalisé en s'inspirant d'ailleurs d'une commande un peu similaire pour le roi à Versailles, un autre secrétaire à cylindre. Le meuble, le bureau qui apparaît sur la partie droite est dû à Gaudreau, donc il est un peu plus précoce. Et lui, finalement, n'a jamais quitté l'hôtel de la Marine. Il est un dépôt de l'état-major. Et c'est un meuble qu'a connu également Ville d'Avray dans cette pièce. Pour finir, peut-être avec les appartements de l'intendant, une brève vision du cabinet des glaces et donc de son décor de miroir peint. Voilà, vous savez que cette pièce avait un usage plutôt de libertinage. Elle était vouée en tout cas à d'autres adorations que les adorations spirituelles. Il semblerait que le premier intendant du garde-meuble, qui était une personnalité en soi intéressante, érudit, passionné de gémologie, il avait l'estime de Lavoisier, proche des encyclopédistes, paraît-il, amoureux des arts, était aussi un célibataire et libertin, amateur de danseuses d'opéra et de ballet. Et c'est dans ce très beau cabinet des glaces, contigu à sa chambre, qu'il amenait, semble-t-il, ses conquêtes. Voilà pour l'univers 18e. Le volet patrimonial, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est encore une fois l'ADN de notre établissement. Et ici, l'effort qui a été fait dans les appartements de l'intendant a été absolument considérable. Rien n'aurait été possible, bien sûr, sans les métiers d'art. C'est une quarantaine de corporations environ qui se sont exprimées. Voilà, il n'est pas possible ici de les citer toutes, mais leur concours a été absolument décisif. Et pour répondre de l'harmonie d'ensemble et de l'atmosphère poétique, encore une fois, l'accompagnement de Joseph Achcar et de Michel Charrière. Une restauration beaucoup plus légère, presque cosmétique pour la partie 19e, puisque, encore une fois, je le répète, donc l'état-major a conduit une restauration mécénée par Bouygues entre 2006 et 2009, et les salons d'apparat, donc nous les avons trouvés dans un état plutôt satisfaisant. Malgré tout, donc quelques reprises de ces espaces ont pu, à la marge, être menées. Nous sommes ici dans la salle à manger d'honneur, ancienne salle d'exposition des armes et armures du garde-meuble de la Couronne. C'est l'occasion de dire qu'il existe plusieurs univers, ça vous l'avez compris, à l'hôtel de la Marine, et donc plusieurs circuits de visite. Il y a l'univers donc 19e, un peu pompier, c'est la pompe du pouvoir, et les ors sont, encore une fois, s'étalent assez largement. On propose un circuit qui se limite à l'exploration des salons d'apparat ainsi que de la loggia que j'ai évoqué en début de présentation, au tarif de 13 euros. Donc le public qui fait ce choix peut s'en tenir à la découverte simplement de ces salons d'apparat ainsi que de la loggia. Le public qui découvre l'hôtel de la Marine se voit remettre un dispositif de médiation embarqué unique, baptisé
le confident, lequel confident délivre un son binaural, c'est-à-dire un son spatialisé. Le dispositif est polyglotte, il est capable de s'exprimer en 9 langues, et le casque se déclenche ses contenus sonores enregistrés grâce à un partenariat avec Radio France par un repérage, c'est-à-dire que le casque est apparié à des balises disposées, cachées, dissimulées soigneusement au fil du parcours de visite. Donc, lorsque le public circule, déambule dans les espaces patrimoniaux, il est repéré, la position du casque est repérée, et des balises permettent de déclencher des contenus sonores correspondant donc bien sûr à la partie, à l'espace de visite où est présent donc notre visiteur. Dans cette salle à manger d'honneur, qui est la première donc salle à manger d'honneur des marins, ancienne salle d'exposition des armes et armures du garde-meuble, donc nous avons souhaité, pour le public qui fait le choix du circuit court, mettre en place des dispositifs scénographiques fixes, synchronisés avec ce dispositif confident, permettant d'avoir un certain nombre d'éclairages sur l'hôtel du garde-meuble, le contexte de sa création et l'animation qui pouvait y régner à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Et puis, il existe un parcours de visite spécifique, et celui-ci n'est pas encore livré, puisque nous avons, le 12 juin dernier, ouvert l'hôtel de la Marine avec deux parcours de visite. Le premier, donc, je l'ai décrit, salons et loggia. Le deuxième, baptisé Grand Tour, comprend, outre salons et loggia, la découverte des appartements siècle des Lumières de l'intendant. Le Grand Tour, à terme, comprendra également la galerie d'exposition Altani, et il existera aussi un billet séparé pour la découverte de cette galerie d'exposition Altani. Alors, cette galerie d'exposition Altani ouvrira à l'automne, à la mi-novembre. Elle est le fait d'un accord de mécénat qui a été signé entre le Centre des Monuments Nationaux et la Fondation, présidée par Cheikh Ahmad bin Abdullah Al Thani. Selon les termes de cet accord, la Fondation Al Thani, en contrepartie d'un soutien financier au projet de l'hôtel de la Marine, obtient la possibilité, pour une durée de 20 ans, d'exposer ses collections sur un espace de 400 mètres carrés au premier étage du côté nord de la cour d'honneur. À Altani, finalement, nous avons remis les clés de ces espaces en août 2020. Nous avons pour eux livré une coque et ils se chargent, avec leur architecte scénographe, Tsuyoshi Tane, qui est d'origine japonaise, comme le nom peut le laisser supposer, donc de scénographier ces 400 mètres carrés d'exposition qui seront divisés en 4 sous-galeries. Certaines œuvres seront exposées à titre permanent ou quasi permanent, et une sous-galerie sera plus particulièrement dédiée à des expositions temporaires. Il est prévu environ 2 expositions temporaires par an. Et alors, Cheikh Ahmad bin Abdullah Al Thani est un grand collectionneur. Ses collections sont riches d'environ 5000 œuvres, toute civilisation, tout continent. Ses goûts sont éclectiques, avec quand même une prédominance d'objets en 3 dimensions et très certainement d'objets datant de l'Antiquité. Donc, il y a déjà fort à faire pour pour proposer des expositions thématiques s'appuyant sur la richesse des collections Altani. Donc, vous avez 2 exemples ici pour lesquels j'ai une particulière tendresse. Cette tête de pharaon en jaspe rouge datant du Nouvel Empire, et puis ce petit ours irrésistible de la dynastie des Han. Mais Altani ne se propose pas de dire seulement la messe Altani, hein, si vous me passez l'expression. Ils ont également le projet de s'associer à d'autres institutions privées, publiques, françaises, étrangères, pour présenter les œuvres Altani en résonance, en dialogue avec les œuvres d'autres grandes collections. Sans trop déflorer la programmation de l'année 2022 à l'hôtel de la Marine, on peut déjà indiquer qu'un partenariat a été noué entre la Fondation Altani et la Fondation Gulbenkian de Lisbonne à l'occasion de la saison
France-Portugal, donc du premier semestre de l'année 2022. Et donc, au sein de la Galerie Altani, seront présentées des œuvres de la collection Gulbenkian en résonance avec des œuvres de la collection Altani. Altani, c'est, enfin, à mes yeux, un volet quand même essentiel du projet. Alors, bien sûr, il y a l'aspect financier. Alors, on ne communique pas sur le chiffre, sur le financement que nous apporte Altani, donc je ne vais pas vous livrer cette information ici, mais il y a de fait voilà, un apport monétaire quand même qui est significatif pour nous et qui constitue un accompagnement appréciable dans la mise en œuvre du projet Hôtel de la Marine. Au-delà, il faut aussi dire que la billetterie liée à la collection Altani nous reste acquise. Il y a un billet séparé au tarif de 11,50 €, donc, et la billetterie relève du Centre des Monuments Nationaux et la recette reste acquise au Centre des Monuments Nationaux. Et puis, Altani également a souhaité contribuer, on l'évoquait tout à l'heure avec la commode de la chambre, aujourd'hui visible dans la chambre de Madame de Ville-d'Avray, a souhaité contribuer à l'effort de remeublement des appartements de l'intendant à travers l'acquisition de mobilier prestigieux et onéreux. Donc cette contribution est très importante et puis elle va nous aider en fait à renouveler, à maintenir, j'espère bien vivant, l'intérêt du public pour l'Hôtel de la Marine. 2 expositions par an, c'est 2 bonnes raisons, au moins chaque année, de revenir découvrir l'Hôtel de la Marine. Et en un sens, on renoue avec la grande histoire de l'Hôtel du Garde-Meubles. Je le disais, premier musée des arts décoratifs français. Le public venait de la Quasimodo à la Saint-Martin le premier mardi de chaque mois, franchissant le grand degré de Gabriel, découvrir les collections royales. Eh bien, on viendra par le grand degré, là aussi, découvrir les collections d'art décoratif d'Altani et d'autres à l'Hôtel de la Marine, avec un renouvellement régulier. Et puis le caractère universel finalement des collections de Cher Ahmad est en résonance d'une certaine manière avec l'universalité prônée par le siècle des Lumières. Donc il y a là enfin, un écho qui me semble tout à fait bienvenu. Voilà, ce que je n'ai pas dit encore à propos du Grand Tour, donc, qui inclut donc, bien sûr le circuit Salons et Loggia et la galerie d'exposition Altani, et qui est précédé par la découverte des appartements de l'intendant, c'est qu'il est proposé au tarif de 17 €. Voilà, pour être tout à fait complet, je devais quand même indiquer le tarif du Grand Tour. Et j'ai dit un mot du casque confident, donc je ne vais pas y revenir beaucoup plus longuement, mais le partenariat avec Radio France a été décisif pour l'élaboration de ce dispositif de médiation embarqué. On a souhaité effectivement des contenus qui soient des contenus théâtralisés. Donc, le confident ne propose pas, en définitive, donc un contenu d'audio guide classique, mais plutôt des contenus scénarisés, vivants. Et pour cela, il a fallu donc compter sur des comédiens professionnels. Et nous avons pris le parti de procéder aux enregistrements au château de Rambouillet, pour une question d'ambiance, d'atmosphère et de résonance aussi. Il y a des beaux parquets qui grincent, qui résonnent, et une bonne acoustique assez voisine de celle de l'Hôtel de la Marine, finalement, à Rambouillet. Donc, pour plus de vérité, ces comédiens, donc recrutés avec Radio France, ont été enregistrés au château de Rambouillet. Encore une fois, le dispositif confident est au sein du circuit Salons et Loggia, synchronisé avec un certain nombre de dispositifs de médiation fixe. Vous avez ici sur cette slide une vue du bureau du chef d'état-major, de l'ancien bureau du chef d'état-major. Alors avec au fond, accroché à la Simèze, mur nord, la Simèze a dû être renforcée d'ailleurs pour accueillir ce grand tableau, un portrait du duc d'Angoulême, fils de Charles X, qui avait la dignité de grand amiral de France, une dignité très recherchée puisque le grand amiral de France avait la chance d'être propriétaire des épaves découvertes par les Français, donc potentiellement ça pouvait représenter une fortune tout à fait considérable. Et au centre, la table des marins qui évoque l'itinéraire de grands navigateurs français du XVIIe siècle jusqu'à Paul-Émile Victor, d'Abraham Duquesne, disons, à Paul-Émile Victor, en synchronisation bien sûr pour les contenus sonores avec le confident. Donc, développement dû au groupement Moitié-Rivière que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été vraiment notre maître d'œuvre pour le volet scénographie et médiation à l'Hôtel de la Marine. L'Hôtel de la Marine, c'est assurément
un projet complexe, un projet global pour un monument complexe, comme dit la diapositive. Et je crois que pour exprimer tout cela, en fait, il est nécessaire de revenir au plan. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ma souris est visible pour tout le monde. Je vais peut-être me déplacer voilà, avec la souris pour commenter. Au-delà du volet patrimonial, essentiel pour nous, il y a aussi la volonté de faire de ce grand monument un lieu animé, un lieu de vie. Et cela explique qu'une part significative de l'hôtel de la Marine ait été maintenue hors douane, comme on dit dans notre jargon. Cette partie, c'est principalement la cour d'honneur à laquelle le public peut accéder librement depuis le 2 Place Concorde, également depuis le 2 de la rue Royale. Donc, le projet patrimonial se double d'un projet de vie, d'un projet urbanistique. On retrouve une traversée urbaine entre Concorde et Royale, un beau raccourci, et on donne aux flâneurs, aux promeneurs de Paris, du monde entier, de bonnes raisons de s'attarder, puisqu'autour de la Cour d'honneur, je vais revenir, s'ordonnent des propositions gastronomiques, restaurants côté nord, café côté sud, et puis accessibles directement depuis l'arcade de la place de la Concorde, une librairie boutique gérée en direct par le Centre des monuments nationaux. Il y a donc au-delà de cette cour d'honneur, donc lieu de vie, lieu traversant, une zone tertiaire sur laquelle je reviendrai et avec l'occupation des bureaux, j'y reviendrai en évoquant dans un instant le modèle économique. Et pour cette zone tertiaire, nous avons souhaité un accès distinct par le 4 de la rue Royale, par cette cour baptisée cour des ateliers. Les espaces donc de bureaux représentent une surface d'environ 6 000 m² et correspondent à l'intégralité des 2e, 3e et 4e étages de l'hôtel de la Marine. Donc, pas de mélange de flux, si vous voulez, entre flux de visiteurs et flux tertiaires, si je peux les appeler ainsi. Voilà, il y a quand même un cloisonnement qui permet d'éviter les mélanges. Et puis, dans la partie droite de ce schéma, vous voyez la cour de l'intendant qui est vraiment le point névralgique pour l'accueil du public. Le public y accède depuis la cour d'honneur ou bien directement d'ailleurs depuis la librairie boutique à travers un passage coudé qui permet de rejoindre la cour de l'intendant qui fait office en définitive de hall d'accueil pour recevoir le public. Alors elle fait office de hall d'accueil et ça explique que nous l'ayons souhaité confortable, que nous l'ayons souhaité couverte à l'abri des intempéries. Et c'est l'un des gestes contemporains pour l'hôtel de la Marine, cette grande verrière qui vient coiffer la cour de l'intendant et la mettre à l'abri des intempéries. Cette verrière a été conçue par l'architecte anglais Hugh Dutton en collaboration avec l'architecte en chef Christophe Bottineau. Alors Hugh est un architecte anglais, certes, mais francophile, et il a son atelier à Paris, dans le Marais, donc pas très loin de l'hôtel de la Marine. Il a une grande expérience de la mise en œuvre du verre dans des écrins patrimoniaux, puisqu'il a collaboré déjà jeune homme avec Paye à la Pyramide du Louvre, et puis avec Ricciotti aussi au département des arts de l'islam. Et il dit s'être inspiré pour cette verrière de la cour de l'intendant des pampilles de lustre des 18e et 19e siècles, dont l'hôtel de la Marine lui fournissait l'exemple. Donc c'est une structure de verre et d'acier d'environ 30 tonnes. L'armature d'inox jouant le rôle de réflecteur d'ailleurs de la lumière et ce dispositif étant complété par des miroirs réflecteurs situés au 3e étage et qui sont très efficaces pour rediriger la lumière naturelle vers le fond de cette cour qui a retrouvé clarté, luminosité, alors que les marins l'ont toujours connue sombre. Ils l'appelaient cour du ministre, et la cour du ministre, ma foi, était plutôt triste. Je pense qu'elle a retrouvé un peu de vie, un peu de chaleur, un peu de lumière grâce à cette verrière en vitrage diamant, donc pauvre en oxyde de fer, qui laisse passer efficacement la lumière. Et ça n'est pas innocent de la part de l'architecte de l'avoir posée sur la corniche du 2e étage,
Ça correspond à l'élévation originelle du bâtiment livré par Gabriel. Les 3e et 4e niveaux à l'hôtel de la Marine sont des ajouts tardifs datant du milieu du 19e siècle, voulus par la Marine. Donc la verrière de Dutton, finalement, permet de rendre à ce monument ses justes proportions, la juste appréciation de ses volumes originels en éclipsant les 3e et 4e étages. Voilà donc pour notre hall d'accueil. Et l'ensemble des parcours de visite donc démarre depuis cette cour de l'intendant. Du côté nord se situe la billetterie. Le public est vivement invité à procéder à une réservation en ligne, à réserver, à définir le jour de sa visite ainsi que le créneau horaire. Et chacune se voit remettre le casque confident pour partir en direction des appartements de l'intendant, des salons et loggias que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, je ne résiste pas à la tentation, voilà, de montrer une autre vie de ce petit bijou aux 1000 facettes que l'on trouve, voilà, plutôt spectaculaire. En tout cas, enfin, ça fait partie des heureuses surprises architecturales de la restauration, toute blague mise à part. Hugh Dutton a réussi cette prouesse, peut-être pas si fréquente pour un architecte, de nous livrer une réalisation plus belle que le dessin. Voilà. Non seulement conforme au dessin, mais je crois plus abouti encore que le dessin. Bâtiment complexe et projet complexe, je le disais, avec forcément donc avec une histoire riche. On en a dit un mot, et de cette histoire, bien nous sommes naturellement respectueux. 226 ans d'occupation par la marine, de 1789 à 2015, ça ne s'efface pas comme ça d'un simple revers de main. Et donc, nous avons souhaité rendre cet hommage, disons, à la longue vocation maritime du bâtiment en accueillant donc l'Académie de marine, qui est aujourd'hui un établissement public administratif sous la protection du président de la République depuis peu, aujourd'hui présidé par l'amiral de la Gorse, et qui est un établissement actif dans les domaines de la recherche, qui joue un rôle de conseil important, notamment auprès de la Marine nationale, qui accueille principalement en son sein disons des gens issus de la marine, avec une formation militaire, mais plus de manière exclusive. On a également des chercheurs qui n'ont pas embrassé la carrière militaire, qui font partie de cet établissement, dont la belle devise, comme vous voyez, s'affiche à l'écran à travers le logo: Per hanc prosunt omnibus artes. Grâce à elle, les arts profitent à tous. Donc l'Académie de marine occupe environ 160 mètres carrés à l'entresol du côté de la rue Royale. Je reviens à mon plan. Vous avez une petite zone marquée boutique éphémère. Ça correspond au rez-de-chaussée. Donc c'est au-dessus de cette boutique éphémère, sur une surface d'un peu plus de 160 mètres carrés à l'entresol, que s'installe l'Académie de marine. Et au-dessus de l'Académie de marine, sur une surface équivalente, s'installe la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, présidée par Jean-Marc Ayrault. Alors c'est une fondation reconnue d'utilité publique, institution privée autonome, hein, qui est soutenue par l'État et par des partenaires publics et privés. Elle a bien sûr pour mission de rappeler l'histoire de l'esclavage dans les colonies françaises, et de lutter aujourd'hui contre toutes les formes de racisme et de discrimination. La raison d'être de la Fondation à l'hôtel de la Marine, c'est bel et bien ce poil d'histoire qu'évoque le titre de cette diapositive, à savoir l'élaboration en ces murs du décret d'abolition de l'esclavage en 1848, donc sous le gouvernement provisoire de la Deuxième République, par Victor Schœlcher. Victor Schœlcher a été appelé donc comme sous-ministre de la Marine et des colonies par le ministre de l'époque, Arago, spécialement pour préparer ce décret d'abolition de l'esclavage, signé le 27 avril, qui a conduit à la libération dans les colonies françaises de 250 000 esclaves,
Tout cela n'a pas été sans heurts, tout cela n'a pas été sans résistance, bien entendu, de la part des colons. Vous pouvez vous en douter, nous sommes respectueux de cette mémoire, attachés à cet héritage, et l'accueil de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage dans nos murs, à l'hôtel de la Marine, en est l'expression et le témoignage. Cette cour d'honneur, je le disais, nous l'avons souhaité animer. Donc, il s'agit vraiment de contribuer peut-être à redynamiser un quartier parce que, en définitive, la place de la Concorde est un lieu de passage, elle est un grand lieu de trafic aussi. On y circule, mais s'y arrête-t-on vraiment? Et enfin, ça n'échappe à personne. Je veux dire, à proximité immédiate de l'hôtel de la Marine, dans ce quartier, il y a peu de restaurants, il y a peu de cafés. Est-ce vraiment un lieu où l'on sort, où l'on souhaite aller? Donc, le pari que l'on fait, eh bien, c'est de changer un peu la donne et de faire en sorte que le public, voilà, les promeneurs, aient de bonnes raisons de faire de ce quartier une destination et non plus seulement un lieu de passage. Alors, le CMN joue toute la gamme en tant qu'opérateur culturel intégré dans le domaine de la valorisation culturelle et patrimoniale. Notre direction du développement économique gère en direct un grand nombre de boutiques pour les monuments de notre réseau. La librairie boutique de l'hôtel de la Marine est gérée directement par l'établissement, par la direction du développement économique et son département librairie, des librairies boutiques. C'est la 77e librairie boutique du réseau. Elle est ouverte 7 jours sur 7, comme le monument, du lundi au dimanche. Accessible hors douane directement depuis l'arcade de la place de la Concorde. Et puis, on a souhaité une offre un peu exigeante, plutôt haut de gamme, il faut l'avouer, pour cette librairie boutique, offre qui reste majoritairement livresque à 70%, donc le produit dérivé représentant environ 30% de l'offre globale, et les produits dérivés proposés, référencés, sont pour l'essentiel en résonance avec les arts décoratifs français des XVIIe, XVIIIe siècle, avec les thèmes aussi maritimes, bien entendu. Cela va de soi. Voilà, nous avons été avec le département des librairies boutiques assez exigeants en matière de référencement, en termes de qualité. On a privilégié le Made in France chaque fois que c'était possible. On a privilégié aussi les producteurs qui ont une démarche écologique responsable et qui produisent de préférence des articles de bon goût. Voilà, des propositions gastronomiques, j'en ai parlé. Ces propositions gastronomiques sont issues, en fait, ont été formalisées pardon, par un appel d'offres et puis en définitive donc une concession confiée à MoMA Group, présidée par Benjamin Patou. Donc du côté nord s'installera un restaurant. Ici, on est côté sud de la cour d'honneur. On aperçoit d'ailleurs les belles lanternes en cristal de roche de Mathieu Lustrerie. Voilà, autre clin d'œil au métier d'art. Et Mathieu Lustrerie a été actif partout à l'hôtel de la Marine pour restaurer ou restituer les luminaires. Et donc là, c'est une vue du café La Pérouse qui apparaît à l'écran. MoMA Group se trouve détenir les droits sur la marque La Pérouse. Vous connaissez probablement le restaurant qui porte ce nom, qui est des Grands Augustins et qui a une histoire très, très illustre. Alors, on pense souvent voilà, qu'il est fait référence à travers La Pérouse au navigateur. En réalité, le café La Pérouse a été fondé au XVIIIe siècle par le limonadier Lefebvre et repris vers 1850, au milieu du XIXe siècle, par un certain Jules Lapérouse, Lapérouse en un mot. Et ce Jules Lapérouse, qui était semble-t-il, un professionnel du marketing, n'a cessé de jouer de son homonymie avec le navigateur pour en faire un argument destiné à faire venir des clientèles nouvelles. Donc, il y a bien une ambiguïté sur laquelle joue MoMA Group, sur laquelle nous jouons. Il y a bien un clin d'œil, effectivement, direct ou indirect, je ne sais, au navigateur qui a son portrait dans le salon des Amiraux au premier étage de l'hôtel de la Marine. Là, le décor pour le café La Pérouse, vous avez ici la terrasse du café qui se déploie donc sous les arcades de la place de la Concorde, puisque les deux établissements donc bénéficient de terrasses. Le décor du café La Pérouse a été réalisé par Cordia de Castellane, créatrice Dior.
Et donc, vous en avez ici une vue. Le café vient d'ouvrir il y a seulement quelques jours après avoir obtenu l'autorisation de la préfecture de police pour accueillir du public, des consommateurs. Voilà, vue du café La Pérouse toujours. Et du côté nord s'installe en terrasse, mais aussi en intérieur, le restaurant Mimosa. Alors Mimosa, c'est un nom voulu par le chef qui est à la manœuvre et qui est Jean-François Piège. Jean-François Piège doit investir les cuisines du restaurant à partir du 28 août et le restaurant doit commencer à fonctionner à compter de début septembre. Le Mimosa a malgré tout un petit lien avec la marine dans la mesure où il a été rapporté de la lointaine Australie par Cook, le grand navigateur anglais. En tout cas, le nom signe la volonté de Jean-François Piège d'avoir une cuisine d'inspiration plutôt méridionale, méditerranéenne. En réalité, c'est la confidence qu'il nous a faite. Voici une vue de la partie restaurant du Mimosa, et puis voici une vue de sa partie bar, puisqu'il y aura une partie bar pour ce restaurant dont l'aménagement a été confié à l'architecte d'intérieur Dorothée Delay. Le modèle économique, il faut en parler. Il faut en parler parce que nous avons un modèle absolument unique et inédit à l'hôtel de la Marine. Le budget global d'opération est d'un peu plus de 130 millions d'euros. Il va falloir finir de calculer les surcoûts liés à la crise sanitaire, parce que forcément, il y en a. Et nous avons obtenu autorisation des autorités de l'État pour réaliser un prêt d'un montant de 80 millions d'euros, un prêt contracté auprès du Crédit Agricole pour une durée de 25 ans. Donc, ce budget global est pour l'essentiel gagé sur ce prêt. Les autres sources de financement nous proviennent, comme indiqué sur cette fiche financière récapitulative, donc de redevances publicitaires. Alors le montant, d'ailleurs, doit être réajusté à la hausse. C'est la bonne nouvelle. Alors on pourrait dire cyniquement, à quelque chose malheur est bon. Si la crise sanitaire a eu un effet positif pour notre projet, c'est bien qu'à travers l'allongement du chantier, elle a permis de prolonger l'affichage des bâches publicitaires que vous avez pu observer pendant toute la durée des travaux sur le bâtiment Place de la Concorde. Et on est aujourd'hui à une recette qui est plus proche, je pense, de 24 millions d'euros que de 20 millions d'euros en matière de redevances. Le mécénat a représenté, lui, plus de 20 millions d'euros. On est plus proche aujourd'hui de 30 millions d'ailleurs que de 20. On aurait pu finalement se dispenser d'argent public pour ce grand projet patrimonial. C'est, je crois, Madame Azoulay, en son temps, alors ministre de la Culture, qui a souhaité qu'il y ait une contribution publique au projet Hôtel de la Marine. Elle est réduite, donc elle est réduite à ce montant de 10 millions d'euros. 7 millions proviennent du ministère des Affaires étrangères au titre du soutien au tourisme et à la gastronomie, puisque Laurent Fabius, en son temps ministre des Affaires étrangères, avait de grandes ambitions gastronomiques pour l'hôtel de la Marine. Il reste quelque chose du projet gastronomique de Laurent Fabius à travers l'implantation du Café La Pérouse, du restaurant Mimosa que j'évoquais, à travers aussi la délivrance par la région Île-de-France du label Parcours de la gastronomie pour l'hôtel de la Marine, l'hôtel de la Marine étant membre fondateur de ce label voulu par Valérie Pécresse et par Babette de Rosière surtout, donc grande prêtresse, si je peux dire, de la gastronomie au sein de la région Île-de-France. Et puis, au-delà des 7 millions d'euros du ministère des Affaires étrangères, il y a 3 millions d'euros du ministère de la Défense, aujourd'hui ministère des Armées, notamment au titre de la dépollution. Voilà. Le point important, c'est que sur ce montant donc emprunté de 80 millions d'euros, voilà, nous sommes en capacité de rembourser le prêt de 80 millions d'euros contracté auprès du Crédit Agricole grâce à la redevance que nous verse le preneur unique des bureaux, la société Morning, puisque nous avons signé une convention d'occupation avec la société Morning le 14 février de l'année 2020. Donc Morning occupe les lieux pour une durée de 14 ans. Pour information, la convention signée avec MoMA prévoit une occupation de 15 ans pour le Café La Pérouse et le restaurant Mimosa. Pour la Fondation Altani, c'est une durée
de 20 ans. Donc 14 ans pour Morning, éventuellement renouvelable pour une durée de 10 ans. Et dans le modèle économique, donc la mise en location de ces bureaux, un peu plus de 6 000 m² au deuxième, troisième et quatrième étage, donc est un facteur absolument décisif. La redevance versée par le preneur unique des bureaux nous permet de rembourser, rubis sur l'ongle, intérêt et capital, le prêt. D'autant que nous avons un différé de remboursement qui nous permettra effectivement d'amorcer le cycle des remboursements lorsque nous aurons des revenus effectifs au titre de l'occupation des bureaux, puisqu'il y a dans un premier temps quelques mois de franchise négociés avec Morning, comme c'est l'usage. Morning, c'est un acteur du coworking en France. Ils sont adossés à la société Nexity, donc ils ont les reins plutôt solides. Et à l'hôtel de la Marine, ils proposent une offre plutôt luxueuse. Ils sont autonomes dans leur commercialisation. Les loyers, bien sûr, sont plus élevés qu'ailleurs, compte tenu du quartier et de son prestige. Nous avons fait avec Morning, finalement, ce que nous avons fait avec Altani, que j'évoquais tout à l'heure. Nous leur avons remis les clés de la coque le 1er mars dernier, le 1er mars de l'année 2021. Et Morning s'est chargé d'aménager ses bureaux, de constituer des open space, des bureaux individuels, des bureaux partagés pour accueillir des clientèles très variées. Ça va de grandes entreprises du CAC 40 à des auto-entrepreneurs. Et vous avez peut-être été sensible à cette actualité récente. On a appris il y a quelques semaines seulement que s'installerait bientôt à l'hôtel de la Marine la FIFA, donc la Fédération internationale de football, présidée par Gianni Infantino, puisque donc un accord a été signé entre Morning et la FIFA, qui est aujourd'hui principalement à Zurich, en Europe, mais le siège zurichois donc, va être amené en bonne partie à se déplacer à Paris, place de la Concorde, à l'hôtel de la Marine. Voilà un petit aperçu encore des locaux de Morning. Nous sommes au deuxième étage du côté de l'aile Saint-Florentin du bâtiment et c'est un papier peint qui occupait l'entresol de l'hôtel de la Marine, donc sur un thème maritime, comme vous voyez, qui a été mis en place dans ces locaux. Voilà. Peut-être pour conclure, parce que j'étais un peu long, Manon, toutes mes excuses. Voilà, je suis un bavard impénitent et j'ai craint d'avoir un peu débordé, donc je m'excuse humblement et me flagelle un peu. J'évoque simplement peut-être quelques perspectives pour dire que, bien entendu, l'aventure ne fait que commencer. Nous sommes ouverts depuis le 12 juin. Mon Dieu, c'était il n'y a même pas un mois. Il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas dire que le vaisseau amiral soit déjà en rythme de croisière. Parmi les perspectives qu'il faut envisager, un renforcement sans doute du rôle de la gastronomie dans la mesure où, je ne l'ai pas encore mentionné, il y a des espaces qui restent disponibles à l'hôtel de la Marine. Je songe aux anciens appartements de Madame Thierry de Ville-d'Avray, puisque Madame de Ville-d'Avray avait trouvé plus confortable au début des années 1790 de s'installer à l'entresol, sous les appartements de l'intendant du bel étage, où elle s'était fait aménager sur environ 200 m². Donc ces appartements à elle, atmosphère un peu plus intime, peut-être un peu plus chaleureuse. Et nous avions prévu une restitution de ces appartements de l'intendant selon un état 18e. En définitive, c'est plutôt une autre occupation, une autre affectation qui est envisagée, puisque notre établissement a publié un appel d'offres pour la mise en œuvre d'ateliers culinaires et de conférences gastronomiques dans ces espaces. Donc il est très possible, il est probable que, à compter de la fin de l'année 2021 ou du début de l'année 2022, un nouvel acteur, un nouvel occupant s'installera à l'hôtel de la Marine pour proposer des ateliers culinaires. Donc renforcement probable du rôle de la gastronomie. Encore une fois, nous sommes membres fondateurs du parcours de la gastronomie voulu par la région Île-de-France. Il reste aussi un espace à pourvoir au sein de la cour d'honneur, c'est la boutique éphémère que j'ai de manière fugace évoquée tout à l'heure, et un appel à manifestation d'intérêt sera lancé prochainement dans le courant de l'été pour que des candidatures s'expriment sur la manière de la part de gens, quel que soit leur statut privé, public, qui seraient intéressés par une occupation de cet espace
qui représente un peu plus de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée de la cour d'honneur. Et puis, bien entendu, ce monument, il nous faut l'installer dans l'écosystème culturel parisien, donner au public de bonnes raisons d'y venir et d'y revenir, l'animer, assurément nous rapprocher de nos pairs, des institutions culturelles sœurs, de nous nouer des partenariats, faire vivre le lieu pour qu'il devienne voilà, un lieu de vie selon la promesse qui vous a été faite aujourd'hui. Pardon d'avoir été aussi long. Merci beaucoup, Jocelyn, pour cette belle présentation. C'est vrai que faire l'hôtel de la Marine en 1 heure, c'était pas un exercice évident. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression qu'au niveau de la discussion, il y avait beaucoup de commentaires pendant l'intervention. Pour les questions, ce que je peux vous proposer, si vous en avez, vous pouvez cliquer sur demander la parole, lever la main sur Teams. C'est en haut le troisième onglet. Je crois que Chris Chadi, par exemple, levait la main depuis un petit moment. Ou sinon, sur le chat, vous pouvez poser vos questions que moi, je relayerai à Jocelyn. Donc, si Chris Chadi, vous avez une question, je peux vous laisser la poser. Et sinon, j'ai l'impression qu'il y avait une autre question, non, il me semble. En attendant que les gens réfléchissent à des questions, moi, j'avais envie de vous demander, Jocelyn, ça fait à peu près 1 mois que l'hôtel de la Marine est ouvert. Et est-ce que l'ouverture correspond aux attentes? Est-ce que le public est au rendez-vous? Est-ce que vous savez si Morning a rempli les espaces? Et voilà, comment ça se passe? Parce que là, on a eu les ambitions. Est-ce que pour l'instant, ça remplit les attentes du CMN? Alors, déjà, peut-être Morning pour commencer, puisque vous en parlez maintenant. Donc, Morning a bien entamé sa commercialisation, a commencé d'accueillir ses premiers clients dès le 1er juin. Aujourd'hui, a un taux d'occupation qui commence à être, je pense, assez élevé, voilà, peut-être de l'ordre de 70%. C'était une question de savoir si le modèle du coworking, dans un contexte de crise sanitaire ou post-crise sanitaire, serait encore viable. Le pari que fait Morning, et probablement il est juste, c'est que oui, et que sans doute même ce modèle est renforcé, puisque de plus en plus, avec la généralisation du télétravail, de plus en plus aussi d'entreprises importantes renoncent à avoir des locaux importants et invitent leurs salariés à retenir aussi des solutions de coworking. Donc, on a des entreprises du CAC 40 qui ont déjà signé avec Morning pour des employés, certains de leurs employés, pour certains services, certains départements de ces groupes, de ces entreprises qui viendront travailler place de la Concorde. Du côté Morning, je ne suis pas inquiet. Du côté Centre des Monuments Nationaux, on a un démarrage qui me semble-t-il, est satisfaisant. Il faut tout de suite faire un aveu, et il ne surprendra personne, dans le contexte sanitaire qui reste le nôtre aujourd'hui. Le public, bien sûr, est d'abord et avant tout francilien et parisien. Pour tenir pleinement les objectifs de fréquentation de l'ordre de 600 000 visiteurs pour nos espaces patrimoniaux, circuits, salons et loggias et appartements de l'intendant, il faudra que les touristes du monde entier, européens et aussi américains, asiatiques, reviennent à Paris. Cela prendra un peu de temps. Donc aujourd'hui, à travers l'Eurodatage, nous remplissons totalement les appartements de l'intendant. Nous sommes à peu près au maximum de notre jauge pour les appartements de l'intendant. La jauge n'est pas pleine pour le circuit salons et loggias qui est plus particulièrement orienté vers les publics touristiques. Nous avons les bons jours de semaine de 800 à 900 personnes en journée et 1200 à 1300 personnes chaque jour de week-end. Voilà. Ce ne sont pas de mauvais chiffres en soi. Nous savons que nous pouvons aller plus haut. Merci. Isabelle avait une question, il me semble. En tout cas, vous avez levé la main, Isabelle. Et non, Isabelle? Oui. Ma question, en fait, elle est un peu matérielle, mais en fait, j'ai une amie qui est brésilienne, actuellement au Portugal. Est-ce qu'elle pourra venir à Paris? Je ne sais pas. Mais nous avions fait le projet d'aller dîner, donc le 20 juillet,
au café La Pérouse. Et donc, depuis 15 jours, j'essaye de les joindre par mail, par téléphone. On m'a dit qu'ils étaient sous l'eau, enfin bref, voilà. Du coup, je recherche désespérément un moyen de les contacter pour pouvoir éventuellement réserver. C'est Alors, bassement matériel, mais voilà, ils c'est un rêve. sont ils sont ouverts le midi, ils sont ouverts l'après-midi, également le matin, mais ils viennent de prendre la décision temporaire, en attendant probablement l'ouverture prochaine du restaurant Mimosa, de fermer à 19h. Donc je crains que pour votre dîner du 20 juillet, ça ne soit compromis, hélas, au restaurant La Pérouse. D'accord, Voilà. bon, Mais au moins j'ai une information. j'espère que votre amie brésilienne vivant au Portugal pourra revenir un peu plus tard à l'automne, peut-être à Paris, pour profiter peut-être Certainement. du restaurant Mimosa et du café La Pérouse. Merci. On me demande pourquoi, oui, je vois dans le fil de discussion dont je n'avais pas pris connaissance au cours de la présentation, pourquoi ne pas avoir conservé le décor de la salle à manger voulu par Napoléon, ancienne salle d'armes. Le décor de la salle à manger, il est début 19e. On est revenu à ce très beau bleu à travers voilà, la démarche de dégagement de peinture que j'ai évoquée. Mais le décor de l'ancienne salle d'armes, en définitive, il a été quand même profondément modifié. Donc, il était quand même difficile d'y revenir dans la mesure où c'était déjà un décor très sobre, voilà, puisque c'était une salle d'exposition. Et surtout, l'aménagement voulu par la marine donc a profondément modifié le décor. Donc, ce que nous avons fait dans les appartements de l'intendant, nous ne pouvions pas le faire dans l'ancienne salle d'armes. Timothy avait une question, en tout cas demandé la parole. Si vous pouvez- Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, j'avais une question sur les appartements de l'épouse de Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray à l'entresol. Est-ce que vous avez déjà réalisé des sondages pour voir si les décors d'origine étaient présents et avaient été conservés comme dans les appartements 18e déjà restaurés? Et si oui, pourquoi privilégier le choix de les transformer en espace d'accueil pour des manifestations culinaires plutôt que de les restaurer dans leur état d'origine? Alors, donc il y a ces deux questions en une. Pour répondre à votre première question, oui, nous avons réalisé des sondages, bien sûr, sous la conduite de l'architecte en chef, donc de Christophe Bottineau. Et oui, il y a des décors anciens qui ont été découverts, en particulier dans l'ancienne salle à manger et la pièce qui la précède, enfin son antichambre. Il y a des décors peints qui ont un réel intérêt. Nous souhaiterons que ces deux pièces, d'ailleurs, puissent être accessibles au public. Mais cet accès au public n'aura vraiment de sens que lorsque nous conduirons la restitution de l'ancienne table volante qui était présente dans ces appartements de l'entresol. Une table extraordinaire, dépense d'un luxe inouï, dont le centre était entièrement escamotable et qui permettait, par un dispositif savant de poids, de contrepoids, de poulie, de contre-poulie, de faire surgir depuis les cuisines du rez-de-chaussée une table dressée dans la salle à manger de l'entresol. Donc ces espaces-là, ils seront peut-être partagés avec le concessionnaire des lieux, mais en tout cas, nous, CMN, nous y aurons accès et nous pourrons y accueillir du public. J'espère donc pour présenter, courant 2022, la table volante restituée. Pour cela, nous sommes à la recherche de mécénat. Par ailleurs, sur le volet donc patrimonial, toujours pour ces appartements de l'entresol, nous avons le souci aussi que tout soit réversible. C'est-à-dire que dans l'appel d'offres qui a été lancé par le Centre des Monuments Nationaux, il est très clairement dit que tous les décors anciens doivent être conservés et que toute installation de cuisine, etc., doit être pleinement réversible pour permettre le retour au projet initial qui consistait à restituer l'état fin 18e de ces appartements de l'entresol. Et alors, vous me demandez, c'est le deuxième volet de la question, pourquoi avoir choisi finalement des animations culinaires dans ces espaces pour contribuer un peu mieux à l'animation du lieu. Voilà, pour tenir un peu mieux la promesse d'un lieu de vie à l'hôtel de la Marine. D'accord, merci beaucoup pour Je votre vous en réponse. prie. Sur la discussion, il y a quelques questions plutôt sur le volet économique. Guillaume qui demande si des collectivités territoriales du type Ville de Paris ou la région pourraient prétendre à reprendre la main sur l'édifice, s'il était notamment profitable.
suivant la loi qui a permis à de nombreux sites de sortir du giron CMN. Et une autre question de Hubert qui demande si d'autres monuments du CMN combinent des projets comme ça, patrimoine, économie, avec la présence de bureaux, restaurants, commerces. Est-ce que l'hôtel de la Marine est unique en son genre de ce point de vue-là ou pas? D'accord. Alors pour le premier volet de la question, pour la première question, elle a un caractère un peu politique. Donc en un sens, la réponse me dépasse un peu. Ça dépasse un peu le cadre de mes fonctions, de ma mission. Et puis, oui, on a connu des vagues de décentralisation, hein. C'était à la mode dans les années 1990 et certains ont pu verser des larmes lorsque cet établissement a vu s'éloigner l'abbaye de Juniège, le château de Chambord, le château du Haut-Königsbourg et quelques autres perles. Et donc, je ne connais pas nécessairement le vent de l'histoire. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'on aura un retour à une politique décentralisatrice dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne sais. Aujourd'hui, le modèle économique, le modèle CMN, le modèle de péréquation, je crois, est quand même solidement implanté. Il fait la preuve de son efficacité. Et l'hôtel de la Marine, donc un des fleurons quand même du réseau, va venir assez rapidement à travers les recettes qu'il génère et qui sont pas d'ailleurs pour l'essentiel assises sur l'exploitation culturelle du monument, va venir contribuer un peu au financement des monuments qui sont par nature moins rentables. Donc j'espère effectivement que la péréquation vivra longtemps au Centre des monuments nationaux et que l'hôtel de la Marine restera sous tutelle du Centre des monuments nationaux sans être cédé aux collectivités. Voilà, donc ça c'était pour le premier élément de la question. Et la deuxième partie de la question, ce modèle économique, je pense, c'est vraiment une invitation à réfléchir parce que dans des contextes où l'État se déclare parfois désargenté, on a là peut-être le bon mode d'hybridation assez vertueux entre public et privé. En fait, je me suis permis d'évoquer peut-être assez longuement, j'espère pas trop longuement, le projet d'Alexandre Allard, parce que c'était probablement en fait le pas de trop, avec le bail emphytéotique et des droits quand même accordés au privé un peu trop généreux sur un joyau du patrimoine français. Et cela s'est fait, c'est ce que j'ai cherché à expliquer, dans un contexte où finalement l'État s'alarmait un peu de certaines dépenses dans ce même secteur, en particulier au moment donc, où ce projet pharaonique de rénovation du Grand Palais pour presque 500 millions d'euros était en discussion. On est, je pense, peut-être arrivé avec le modèle hôtel de la Marine au juste équilibre. Il y a bien une hybridation publique-privée, mais sur le volet patrimonial, nous avons tenu bon, c'est-à-dire que nous n'avons rien sacrifié de notre exigence. Nous avons eu une démarche, j'ai cherché à l'évoquer, archéologique, presque fétichiste, de restauration, restitution, remeublement pour les appartements de l'intendant. Et tout cela est possible grâce à nos communs, comme on disait jadis. Et nos communs, ils sont situés au 2e, 3e, 4e étage de l'hôtel de la Marine. Ceux qui nous font vivre, ce sont principalement les bureaux. Alors, je pense qu'effectivement que le modèle est vertueux et que c'est le besoin d'hybridation. Est-ce que c'est déclinable partout? Il faut être honnête et réaliste. On n'a pas partout 6 000 m² de surface, place de la Concorde, avec une valeur locative quand même plutôt élevée. Voilà. Donc ce modèle économique, oui, il doit être une source d'inspiration. Il est probablement plus facile à mettre en œuvre dans le 8e arrondissement de Paris que dans l'Aisne. Oui, dit comme ça. On peut peut-être revenir sur la médiation. Quelqu'un pose la question sur est-ce que les guides conférenciers pourront guider dans l'hôtel de la Marine? Et donc, ça peut être l'occasion d'aborder peut-être sur cette histoire du confident et de visite embarquée qui est vraiment spécifique quand même sur le projet de l'hôtel de la Marine. Oui, le confident, j'aurais pu d'ailleurs peut-être mieux le préciser, en fait, il relève aussi vraiment de la volonté de permettre au public d'avoir une visite, une expérience que l'on aime appeler aujourd'hui immersive, c'est-à-dire de ne pas subir pour ce public l'interposition de cartels, de ne pas et de pouvoir évoluer librement, en libre déambulation
avec une médiation pertinente qui suit les déplacements du visiteur. Malgré tout, enfin, je dois faire cet aveu, mais je reste à titre personnel extrêmement attaché à la médiation humaine. Et je considère que pour la découverte approfondie d'un lieu aussi complexe et passionnant, rien ne vaut une bonne visite commentée. Donc nous avons lancé les visites commentées il y a déjà quelques jours, tout début juillet, et nous l'avons lancé d'abord à travers un premier marché passé pour l'été avec la société Échappée Belle, bien connue du CMN, puisque d'autres monuments comme la conciergerie, etc., travaillent avec l'Échappée Belle, qui nous met à disposition des guides conférenciers polyglottes. Et puis, nous mettons aussi à contribution pour des visites commentées les agents du monument qui ont à cœur, comme moi, de s'investir pour le faire découvrir, partager et aimer. Et à compter du mois de septembre, nous nous inscrirons dans un marché francilien pour les visites guidées à l'hôtel de la Marine et nous maintiendrons bien sûr le cap des visites commentées avec les agents du monument. Merci pour cette réponse. Pour les questions vraiment sur par exemple, le laissez-passer ou les questions, je vous invite à contacter le monument qui répond très rapidement sur tous les réseaux ou même à appeler. Je suppose qu'il doit avoir un numéro de téléphone, Jocelyn, sûrement. Et ils sont très réactifs, surtout en ce moment, en pleine phase de lancement. Absolument. Et je vois dans le fil de discussion, voilà, s'afficher quand même un questionnement concernant les indépendants. Il n'y a pas d'exclusivité, ni avec l'Échappée Belle, ni avec le futur marché qui s'appliquera à compter de septembre. Donc, un accès à l'hôtel de la Marine pour les indépendants restera possible. Voilà. Laissez-nous un petit peu de temps d'atterrir, d'entrer en rythme de croisière. Vous savez, le vaisseau amiral est un peu dur à manœuvrer, voilà, mais on n'oublie pas les indépendants qui frappent souvent à notre porte et ils ont raison. Ils auront aussi droit de parole à l'hôtel de la Marine. Et on peut peut-être terminer avec une question, je vois, sur le bunker, qui, je pense, va générer aussi beaucoup de... Le bunker. Les imaginaires. Oui, alors le bunker, il est issu de la politique de défense passive, en fait, française, hein, donc il date des années 1930. On pense souvent qu'il est lié à l'occupation allemande par la Kriegsmarine, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il a été livré vers 1935. C'est un lieu, c'est un bunker à 2 niveaux, d'ailleurs à 2 étages. Il a été ensuite réaménagé un peu par la Kriegsmarine, c'est vrai, au cours de son occupation du bâtiment. C'est, autant le dire tout de suite, indémantelable. Nous avons eu le souci de l'assainir, c'est-à-dire de déplomber, de désamianter, de le dénucléariser aussi, puisqu'il y avait de la peinture au thorium. Mais il ne pouvait pas être question de le démanteler. Cela aurait coûté peut-être plusieurs milliards d'euros. C'est une mission quasi impossible. Et donc, il a fallu s'accorder de la forme particulière qu'il donne à la cour d'honneur. C'est-à-dire que le centre de la cour d'honneur est bombé en raison de la présence du bunker en souterrain. Et c'est la raison pour laquelle on a invité l'architecte scénographe Alain Moatti à nous faire une proposition d'aménagement pour le centre de cette cour d'honneur. Donc, ce tapis de lumière en pavage granitique, originaire d'Italie du Nord, constellé de 6800 LED, qui sont programmables et qui nous permettent d'avoir une animation lumineuse à partir de 21h de la cour d'honneur. Donc revenez le soir, revenez la nuit pour profiter de l'animation lumineuse. C'est ouvert, cette cour d'honneur, de 9h du matin jusqu'à 1h le lendemain matin. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je pense que c'est un excellent mot de la fin pour venir visiter le monument le soir, le matin ou la journée. Mais certains, Manon, auraient peut-être rêvé de soirées underground à la manière berlinoise, pourquoi pas de soirées mousse. J'ai des dames très respectables qui m'ont posé cette question au cours de visites commentées. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la fibre du CMN, ni même ma fibre personnelle. Voilà. Donc ça reste un rêve. Je ne suis pas sûr qu'on le mette en œuvre un jour. Mais le bunker n'a pas fini de faire continuer de rêver. Ce que je peux dire simplement, pour être plus sérieux, c'est que nous aurons le souci prochainement de l'électrifier, de le ventiler aussi correctement pour pouvoir quand même en tirer un parti intéressant, au moins en termes de stockage. Et peut-être de visites très éphémères, à la manière du bunker de la gare de l'Est, qui est visible en 360 Cela s'étudie. numérique. En tout cas, plein de projets. Merci beaucoup, Jocelyn, pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Je vous enverrai de toute façon l'enregistrement demain.
Et voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le monument, sur les horaires ou sur les conditions de visite, à contacter directement le monument qui est à peu près sur tous les réseaux sociaux, je pense, et qui est très prompt à répondre. Et je vous remercie encore, Jocelyn et Delphine, pour la présentation du début, en espérant que ça vous a plu. Merci beaucoup, Manon, et merci beaucoup à tous et à toutes. Et bonne fin de journée. Oui, bonne soirée. Merci, au revoir.